La mort de Gaston Defferre, le monde politique français lui rend un hommage unanime. Le gouvernement renonce pour le moment à l'application de l'article 49.3 pour accélérer l'adoption de son projet de loi sur les dénationalisations. Jacques Chirac n'engagera pas la responsabilité de son gouvernement. Un nouveau Français enlevé à Beyrouth, c'est un vieux résident libanais âgé de 84 ans qui a ainsi été kidnappé par des inconnus. Il s'agit d'un homme de 84 ans qui vivait dans le secteur ouest de la capitale depuis près de 40 ans. Finale ce soir sur Antenne 2 de la Coupe d'Europe des clubs champions, un match qui se joue tout juste un an après la tragédie du SL. En direct dans ce journal, le président de l'UEFA, c'est Jacques Georges. Et puis aujourd'hui, mercredi 7 mai, les otages français détenus au Liban, c'est-à-dire Marcel Carton, Marcel Fontaine, Michel Seurat, Jean-Paul Kaufmann et l'équipe d'Antenne 2, Philippe Rochaud, Georges Hansen et Aurel Cornéa, de même que Jean-Louis Normandin, n'ont toujours pas été libérés. Il faut ajouter à cette liste un 9e otage. Il s'agit donc d'un homme de 84 ans, je vous le disais. Il vivait dans le secteur ouest de la capitale depuis 1947. Il a donc été enlevé ce matin dans la partie ouest de Beyrouth. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Gaston Defferre est mort ce matin à 11h15. Déjà la nuit dernière, il n'y avait plus guère d'espoir. Le député maire de Marseille était plongé dans un coma irréversible après l'accident survenu dans la nuit de lundi à mardi alors qu'il se trouvait chez lui. C'est une grande figure de la vie politique française qui s'efface de la sorte. François Mitterrand, qui était un de ses proches, s'est rendu tout à l'heure à l'hôpital de la Timone où repose M. Defferre. Sur cette journée, voici le reportage d'Henri Bodiguel et de Robert Bouzy. Il était 5 heures ce matin quand le professeur Vigourou a publié un communiqué annonçant que l'état de santé de Gaston Defferre était devenu fluctuant. Mais déjà hier soir, le même professeur avait conclu son dernier communiqué en ajoutant « Nous n'avons plus beaucoup d'espoir ». Depuis son arrivée hier matin à l'hôpital de la Timone, le maire de Marseille n'a jamais repris connaissance et son état s'est progressivement aggravé au fil des heures. Il devenait ainsi de plus en plus illusoire de vouloir entretenir le moindre espoir et une issue fatale était forcément redoutée. Monsieur Gaston Defferre, maire de Marseille, député des Bouches-du-Rhône, est décédé ce jour, 7 mai 1986, à 11h15. Madame Gaston Defferre n'a jamais quitté le chevet de son mari. Hier soir déjà, elle disait « Il ne faut plus se faire d'illusions. Aujourd'hui, elle aura eu besoin de tout son courage. » Certainement, et c'est peut-être maintenant qu'il m'en faudra plus que quand j'étais soutenue par toutes les présences, amies et si chaleureuses de vous tous d'ailleurs, de la presse qui était là sans bouger toute la nuit. Et on ne peut pas craquer dans ces conditions, parce que vous aussi, donc je veux dire, je n'ai pas de mérite. C'est normal, et puis enfin, il n'aurait pas été envisageable que la femme de Gaston ne soit pas à la hauteur de son héritage. Et puis, après le rencontre hier, c'est le président de la République, M. François Mitterrand, qui s'est rendu cet après-midi à l'hôpital de la Timone pour un dernier adieu à celui qui aura toujours été son ami. Une vingtaine de minutes plus tard, accompagné de Madame Gaston Defferre, M. Mitterrand est reparti sans avoir fait aucune déclaration. Oui, de nombreuses réactions politiques après la mort de Gaston Defferre. Nous les verrons dans un instant, mais d'abord l'ambiance sur place, c'est-à-dire à Marseille, avec Olivier Lerner et Philippe Menu. Gaston Defferre s'en va, c'est l'émotion sur le Vieux-Port. Rassemblement devant l'hôpital, partout à Marseille depuis l'annonce de la mort de Gaston Defferre, c'est la consternation. Tout le monde est peiné là, je vous le dis. Mais c'est une tristesse, vraiment, pour tous les Marseillais, pour ceux qui l'ont connu. On est venu pour le maire, ouais. On l'assiste même après. Je dis simplement que c'est notre maire de Marseille. Moi je l'ai connu pendant la campagne électorale. On a fait des bagarres ensemble, beaucoup de bagarres. Port-de-Bourg, La Ciotat. Je suis un vieux ami de Defferre, un très vieux, un des rares. Pourtant, le vieux lion n'avait pas que des amis politiques à droite comme à gauche. Les jeunes loups socialistes qui ne l'auront pas ménagé regrettent profondément sa disparition. Il leur restait beaucoup à apprendre de lui. On avait encore des choses à se dire, on avait encore des choses à faire ensemble. On avait à discuter, on avait à travailler, on avait à faire des mises au point. C'est ce que je me dis ce soir. À l'intérieur comme à l'extérieur de l'hôpital, les Marseillais vont rester pour veiller cette nuit, pour ne pas oublier.
Gaston Defferre était un acteur majeur de la vie politique française. Voici près de 50 ans qu'il était entré en politique. Maire de Marseille, député des Bouches-du-Rhône, il était ministre à 3 reprises. Il est à l'origine de 2 lois importantes, la loi cadre qui jetait les bases de l'indépendance pour les pays africains et puis plus récemment la loi de décentralisation du gouvernement socialiste. Sur le parcours politique de Gaston Defferre, voici le récit de Rachid Arabe et de Pascal Guimier. Son combat est terminé. Des duels, il en aura connu, sur le pré comme dans l'arène politique. Jamais trop court, mouche à tous les coups. Bon, M. Gaudin, vous savez, c'est pas une force de caractère. Voilà pour le vieux rival, le dauphin aux grandes ambitions maintenant, Michel Peuzet, expédié d'un revers. Michel Peuzet, c'est un très petit problème. Haï, adoré Gaston Defferre, populaire en tout cas. Nous souhaitons longue vie à M. Gaston Defferre, c'est notre père et notre mère. Voilà. Marseille, Gaston Defferre l'a conquise à la Libération, avec son journal tout d'abord, Le Provençal. Député dès 1945, maire depuis plus de 30 ans, ministre à plusieurs reprises sous la 4e République. À ses côtés déjà, François Mitterrand. 2 amis, parfois concurrents, jamais adversaires. Élection présidentielle de 65. Un mystérieux monsieur X, alias Gaston Defferre, tente de concilier centristes et radicaux socialistes. C'est l'échec. Le maire de Marseille s'efface une première fois devant François Mitterrand. 1969. Gaston Defferre tente à nouveau sa chance au présidentiel. Nouvelle défaite. En 71, le PS renaît et se trouve un autre leader. Gaston Defferre cède la place à François Mitterrand. 1981, le PS arrive au pouvoir, Gaston Defferre siège à la droite du président. Ministre d'État, ministre de l'Intérieur, son œuvre, la décentralisation. 1984, toujours ministre d'État, mais seulement du plan et de l'aménagement du territoire. À 74 ans, le maire de Marseille semble un peu en retrait. Être jeune, est-ce une qualité ? Non, c'est un État. Un État provisoire. Cela passe vite. Je peux en témoigner. Sa succession, même si elle posait des problèmes, Gaston Defferre semblait l'envisager avec humour. Cet humour dont il n'usait pas seulement contre les autres. En tant que maire de Marseille, je suis content d'être à Carnaval. Alors dites-le vous pour moi. Eh bien, si vous m'imitiez bien, oui, vous avaleriez davantage les mots. Ah bon? Dernière image de Gaston Defferre en public, mercredi dernier au Parc des Princes. Ce soir-là, Marseille avait failli gagner. Oui, de nombreuses réactions, je vous le disais, dès l'annonce ce matin de la mort de M. Defferre, des réactions qui embrassent tout l'horizon politique. Je vous propose d'en découvrir l'essentiel maintenant. Ça m'a fait beaucoup de peine. C'est une figure de notre vie politique nationale. Chacun sait que je n'ai pas partagé ses options politiques, que j'ai même eu parfois à le combattre, mais c'était une figure. Et sa disparition crée sans aucun doute un vide dans notre pays. On l'aimait ou on le détestait, et quelquefois les deux à la fois. Mais c'était un grand monsieur, de par ses origines dans la résistance et de par sa merveilleuse carrière politique. C'était un grand bonhomme, et j'ai beaucoup de peine aujourd'hui. Je pense à Madame Defferre, et je pense aux Marseillais qu'il aimait bien. Eh bien, je suis triste. Comme beaucoup de ses amis, peut-être même plus qu'un certain nombre de ses amis. Gaston Defferre était un fidèle et un ami. Et il y a eu des périodes de la vie politique où François Mitterrand avait été très attaqué, parfois abandonné par certains de ses partisans. Et Defferre a été toujours d'une fidélité, d'une loyauté, d'une confiance en lui dans les circonstances les plus difficiles. Alors évidemment, perdre un ami comme celui-là, pour François Mitterrand, peut-être plus que pour n'importe lequel d'entre nous, c'est une grande perte. Beaucoup de choses séparaient Gaston Defferre des communistes. Cela dit, il restera que c'est un homme d'État,
C'était le maire de Marseille. C'est un socialiste de toujours, fidèle à son parti. C'était un grand personnage hors du commun. Il faut ajouter à tout cela cette réflexion de l'ancien président Giscard d'Estaing pour qui Gaston Defferre a imprimé sa marque personnelle à des étapes essentielles de notre vie politique. En début d'après-midi, les députés ont observé une minute de silence à la mémoire du député maire de Marseille. Ils l'ont fait à la demande de leur président, Jacques Chaban-Delmas. Gaston Defferre est mort ce matin. Je vous propose de nous recueillir en pensée pour lui. Monsieur Chaban-Delmas connaissait bien, vous l'avez sans doute compris, Gaston Defferre, et il ne cachait d'ailleurs pas son émotion quelques instants plus tôt, alors qu'il venait d'apprendre la mort de l'ancien ministre de l'Intérieur. Je vous propose d'écouter, Monsieur Chaban-Delmas. Il a été aussi quel homme d'État. En particulier, c'est lui qui, par cette loi qu'on appelait la loi de fer, a littéralement ouvert la voie à la décolonisation, qui a pu ensuite réaliser pleinement le général de Gaulle. Et puis il incarnait Marseille. Marseille qui est tout un univers. Quelle image garderez-vous de lui? Oh, moi je garderai l'image d'un homme qui était à la fois très ferme et très gentil. Je garderai l'image d'un ami véritable. Et c'est une très grande peine que tous ses amis ressentent aujourd'hui, et c'est une perte, non seulement pour Marseille, pour sa région, mais c'est une perte pour la France. Voilà, je n'ai rien à vous dire de plus. M. Chaban-Delmas, vous l'avez vu, qui était évidemment très ému. Reste maintenant le problème de la succession. Ce n'est pas une mince affaire tant la personnalité de Gaston Defferre est inséparable de son action politique. C'est Jean-Jacques Leonetti qui lui succédera à l'Assemblée nationale. Il était le 6e sur la liste socialiste qui avait obtenu 5 sièges au cours du scrutin du mois de mars. Reste aussi à trouver un successeur à M. Defferre. Ce sera à Marseille. Et là, ce sera sans doute plus difficile. Voilà ce que l'on pouvait dire donc au soir de la mort de Gaston Defferre. La suite de l'actualité nous retient sur le terrain politique avec les travaux de l'Assemblée nationale. Les députés poursuivent leur examen du projet de loi d'habilitation économique qui doit permettre la dénationalisation de plusieurs grands groupes industriels. On avait beaucoup évoqué ces dernières heures le recours au fameux article 49.3 qui permet au gouvernement de faire passer un texte en engageant sa responsabilité. Eh bien apparemment cette procédure n'est pas envisagée, en tout cas pas pour le moment. Voici les explications de Patricia Charnelet. Le gouvernement a donc décidé de ne pas écourter le débat sur le texte d'habilitation économique et sociale. Cela représente pour lui plusieurs avantages. Faire cesser les critiques de la gauche qui l'accusaient de vouloir dénationaliser dans la précipitation. Satisfaire une partie des députés de sa propre majorité qui souhaitaient que la discussion aille à son terme. Se réserver pour d'autres projets de loi la possibilité d'utiliser cette procédure. Le débat se déroulant jusqu'ici dans des conditions normales, il est apparu au gouvernement utile de laisser le débat s'engager encore et se terminer en début de semaine prochaine. Et par conséquent, le Parlement pourra très utilement terminer ce débat en début de semaine. Nous attachons beaucoup de prix à ce que le Parlement puisse, sans discontinuité, aller au bout de ce texte. Le gouvernement n'aura donc pas suivi certains députés, même RPR, qui voulaient accélérer les choses. Ces élus pensent en effet que leur électorat s'impatiente de voir sortir les premières lois symbolisant le changement. Jacques Chirac, aujourd'hui, a choisi la patience. La Syrie, mise en cause par les auteurs de l'attentat commis le 29 mars dernier contre un centre germano-arabe à Berlin-Ouest. 3 Palestiniens avaient alors été arrêtés et 2 d'entre eux affirment avoir utilisé des explosifs fournis par l'ambassade de Syrie à Berlin-Est, ce que les diplomates syriens contestent bien entendu. Une affaire qui met néanmoins Damas en première ligne. Alors voici les explications de notre correspondant en Allemagne, c'est Michel Meyer. Une certitude, Ahmed Hazi, emprisonné à Berlin-Moabit, a parlé. Il nie toujours sa responsabilité dans l'attentat anti-américain du Dancing Label,
mais il reconnaît par contre avoir, en compagnie d'un certain Farouk Salameh, lui aussi sous les verrous dans l'intervalle, fait exploser une bombe dans le bureau berlinois d'une société germano-arabe le 29 mars dernier. Bilan, 7 blessés, dont 2 très grièvement. Autre révélation de taille, toujours selon Azi, l'explosif de cet attentat lui aurait été livré par un complice Fayed Sahaneh. Ce dernier, détail capital, aurait récupéré la charge explosive à l'ambassade syrienne de Berlin-Est avant de franchir le mur sans histoire, d'est en ouest, et au niveau du checkpoint Charlie, le point de passage allié et obligé entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Depuis, bien sûr, ce passage est surveillé. Le colis, affirme le porte-parole de la justice berlinoise, a été acheminé par Sahaneh fin février dernier. Relation de cause à effet, très sûrement informé de ces faits, le ministre des Affaires étrangères de Bonn, Genscher, a rencontré d'urgence le 30 avril à Belgrade le président syrien Assad. Pour lui demander des comptes, tout l'indique, car on affirme ce soir à Bonn qu'Assad se serait engagé à veiller à ce qu'aucun attentat terroriste ne vise désormais le territoire européen. On s'achemine peut-être vers une reprise de la guerre des villes entre l'Irak et l'Iran. L'aviation de Bagdad a bombardé aujourd'hui un complexe pétrolier tout proche de Téhéran, mais elle ne visait pas, semble-t-il, directement la capitale iranienne, comme on l'avait cru un moment. 11 morts et une centaine de blessés dans un nouvel attentat au Sri Lanka, l'ex-Ceylan. Il y a quelques jours, c'est un avion de la compagnie aérienne sri-lankaise qui explosait. Aujourd'hui, la bombe avait été posée dans un bâtiment public. Cet attentat n'a pas été revendiqué, mais on pense bien sûr aux séparatistes tamouls qui mènent la guerre au gouvernement central pour obtenir leur indépendance. Jean-Marc Ilouz. 11 morts, au moins une centaine de blessés, c'est le nouveau bilan de l'explosion criminelle qui a déchiqueté ce matin un bâtiment public proche du ministère sri-lankais des Communications, en plein centre du quartier commerçant de la capitale, Colombo. Bilan peut-être incomplet car en fin de journée, les pompiers n'avaient pas totalement fouillé les décombres. La police accuse les séparatistes tamouls d'avoir voulu porter au cœur même de la capitale les actions de guérilla qu'ils livrent depuis 3 ans et surtout dans le nord au gouvernement à majorité singalaise et bouddhiste de l'ex-Ceylan. Pour l'instant, aucun des multiples groupes clandestins tamouls n'a revendiqué l'attentat de ce matin. Mais lundi, le porte-parole de l'un de ces mouvements basés en Inde du Sud s'était attribué la paternité de l'attentat de samedi à l'aéroport de Colombo. Une bombe placée dans la soute d'un avion de ligne avait fait 16 morts, dont 3 touristes français. Moins d'un 5e des 15 millions de Sri Lankais sont tamouls, qui vivent surtout, mais pas seulement, dans le nord de l'île. Tous, cependant, sont originaires du sud de l'Inde, qui compte 50 millions de tamouls. L'orage qui s'est abattu sur les relations franco-américaines au lendemain du raid contre la Libye va sans doute s'apaiser maintenant. Pour Ronald Reagan, c'est une affaire terminée et le couple franco-américain se porte à merveille, a-t-il dit en conclusion du sommet de Tokyo. Ça, c'est pour les rapports entre gouvernements. Sur le terrain, les choses sont bien différentes. Les Américains continuent à nous bouder, pour ne pas dire à nous boycotter. À tel point que l'ambassadeur des États-Unis à Paris a jugé utile de condamner le sentiment anti-français qui se développe actuellement dans son pays. Reste à savoir si les Américains entendront ce double message, car leur mauvaise humeur commence à poser des problèmes à plusieurs de nos régions touristiques. Voici le reportage de Patrick Boitet et Jean Cornu. Jean-André Charial reçoit beaucoup de courriers des États-Unis en ce moment. Ce n'est pas vraiment un cadeau. Toutes les lettres adressées à cet hôtelier-restaurateur sont en effet des annulations de réservation. Je reçois, oui, tous les matins en ce moment, malheureusement. Ce sont les agences de voyage qui annulent. Étant donné que nos clients ont peur du terrorisme en Europe, ils annulent leur voyage. Mais il y en a qui sont plus précises. Il y en a qui, comme ce Telex là, que j'ai devant les yeux, en vue situation anti-américaine en France, annulons notre réservation au mois de juin. C'est une perte importante pour vous? Oui, c'est très important. Oui, ça représente, les Américains représentaient à peu près 30% de ma clientèle. Et donc c'est 30% en moins. Depuis un mois, de nombreux Américains annulent leur voyage dans notre pays. La peur du terrorisme, mais aussi la condamnation de l'attitude française lors du raid américain contre la Libye. Premier touché, les professionnels de la restauration. Dans une région touristique comme les Baux-de-Provence, le mois d'avril a été catastrophique. La fréquentation a chuté de 30 à 50%. Cet été, il faudra faire sans les Américains.
Plus grave encore, un certain nombre d'entreprises voient désormais leurs exportations vers les États-Unis sérieusement ralenties ou carrément annulées. Le cas de Souleyado, une PME de 180 salariés spécialiste des tissus imprimés. Souleyado fait près des 2/3 de son chiffre d'affaires à l'export, dont la moitié aux États-Unis. Aujourd'hui, l'inquiétude gagne ses dirigeants. Certainement, ça peut être dangereux, parce que nous étions ravis du développement que nous avions avec précisément les Américains. Si nous n'avons plus cette clientèle-là, nous allons aller en arrière, et ça c'est grave, parce que nous occupons beaucoup de main-d'œuvre. Ça peut avoir des conséquences très très graves. J'espère que... Les pertes de commandes sont importantes? Oui, oui. Nous avons des gens qui commandent et puis qui 3 jours après annulent. Voilà, alors on se demande un petit peu ce qui se passe. Annulation de commandes ou de voyages, cette récente francophobie nuit à tous les intérêts français. Le comité Colbert, qui chez nous regroupe les grands noms de l'exportation, a décidé de lancer une contre-offensive auprès de la presse américaine. Nous aimerions d'abord démontrer aux Américains, et ça assez vite, que la France c'est pas Beyrouth, qu'il y fait bon vivre, qu'on peut y venir, s'y promener, et de telle sorte que ces journalistes qui font l'opinion publique américaine puissent faire retrouver à nos amis américains le chemin de notre pays. Reste à souhaiter que cet effort ne soit pas éphémère. Une véritable promotion des produits français doit enfin être menée aux États-Unis. Un pays comme le Japon y dépense 30 fois plus d'argent que nous pour assurer la publicité de ses marques. Un chamboulement important à la tête du ministère de la Défense. Ça vient d'être décidé en Conseil des ministres. Le Conseil se tenait dans la soirée en raison du retour de François Mitterrand et Jacques Chirac de Tokyo. Alain Juppé, le porte-parole du gouvernement, affirme qu'il y en aura d'autres prochainement, d'autres chamboulements. Mais dans l'immédiat, le poste de secrétaire général du ministère est supprimé. Et puis les postes de délégué au programme d'armement et de délégué aux relations internationales du ministère sont en revanche créés. Les notaires au secours des futurs propriétaires, ils dénoncent l'inadaptation du crédit qui asphyxie l'économie. C'est un sujet d'actualité qui trouve ainsi un écho auprès du monde notarial qui tient son 82e congrès annuel au moment où l'on peut visiter le salon du logement à la porte de Versailles à Paris. Ce problème du crédit est même parfois vécu comme un véritable drame par des familles qui avaient emprunté à des taux élevés alors que l'inflation était elle-même en hausse. Les choses ont changé et ces familles se trouvent aujourd'hui pénalisées. C'est le cas par exemple de celle qu'a rencontrée Jean Pézieux. Il y a 3 ans, Jacques et Roselyne Vernier ont acheté cette maison avec un prêt progressif. Leur revenu, 13 500 francs. Cette maison, ils viennent de la mettre en vente, pouvant de moins en moins rembourser leur traite. En 83, ils lui consacraient 33% de leur budget, aujourd'hui 42%. Mon salaire ne monte plus du tout. On est rendu à partir du 1er juin à 6 200 francs de remboursement mensuel. Et on va arriver jusqu'en 95 à 10 000 francs par mois. Vous avez été voir votre banquier précisément pour lui demander ce qui était possible de faire? Je pense que la moindre des choses, c'était de réajuster le prêt. C'est-à-dire que la banque tienne elle-même ses engagements, c'est-à-dire un taux d'endettement à 33%. La banque avait pris vis-à-vis de nous quand même un engagement en nous disant qu'on ne dépasserait jamais les 33%. Nous ne sommes absolument pas engagés jusqu'à présent. Aucun établissement de crédit n'est engagé à limiter un taux d'effort. Ça n'a pas de signification. La banque n'a aucune responsabilité sur ce taux d'effort. La chance des Bernier serait que l'inflation reprenne, peu probable pour l'instant. Alors, un espoir peut-être. La banque leur offre d'aménager la progressivité du prêt qui passerait de 8 à 4,5%, mais sur une durée plus longue. Nous pouvons allonger la durée de progression sans toucher à la durée totale du prêt, et ce qui permet d'adoucir la courbe de progression et de rendre plus supportable le remboursement des échéances pour les années qui viennent. Est-ce que ça signifie, en clair, un abaissement du taux? Le taux n'est pas changé. Parce que, en même temps que nous consentions à ce client ce prêt conventionné à 15,60, nous empruntions nous-mêmes, soit au marché obligataire, soit au marché hypothécaire, à un taux très voisin de ce taux-là, c'est-à-dire probablement à 14%. Je pense qu'on est ouvert à toute discussion avec lui maintenant, mais il faut voir ce qu'il nous propose. Si c'est pour garder en fin de compte les mêmes taux d'intérêt en échelonnant plus long, c'est peut-être plus tellement intéressant pour nous. Vous resterez propriétaire un jour ou vous tirez après? Je crois que c'est à dégoûter d'être propriétaire et on a encore plus d'avantages à être locataire.
Certains ont eu plus de chance. Ceux qui ont emprunté au Crédit Mutuel, la première banque en France a proposé des prêts conventionnés à taux variable pour un prêt de 300 000 francs, 1000 francs de moins à rembourser par mois. La plupart des banques, dont la Sovac, offrent aujourd'hui ces prêts à taux variable qui garantissent les acquéreurs actuels contre les aléas des taux d'intérêt. Robert Broussard vient d'être nommé directeur central des polices urbaines. Il a en même temps rang de préfet. Il va donc se trouver à la tête de l'ensemble des policiers en tenue et en civil qui sont chargés de la sécurité publique dans toutes les villes de France. C'est une belle promotion pour ce policier qui est sorti du rang puisqu'il fit ses débuts comme commis aux écritures au commissariat d'Argenteuil. La France dispose d'une nouvelle arme nucléaire. Elle a été présentée aujourd'hui par le chef d'état-major des armées. Il s'agit d'un missile baptisé l'ASMP ou ASPM, je ne sais plus. En tout cas, des précisions maintenant avec François Cornet. Depuis le 1er mai dernier, les bombardiers stratégiques Mirage 4 basés à Mont-de-Marsan dans les Landes ont pris l'alerte nucléaire avec sous le ventre le missile de croisière supersonique air-sol à moyenne portée, l'ASMP. 5,30 m de longueur, 30 cm de diamètre, une charge de 300 kilotonnes, soit 15 fois la puissance de la bombe larguée sur Hiroshima. Les Mirage 4 des forces aériennes stratégiques qui viennent d'être modernisées peuvent parcourir aujourd'hui jusqu'à 4000 km grâce à ces avions ravitailleurs pour remplir leur mission de frappe stratégique. L'introduction du Mirage 4P et du missile air-sol moyenne portée ne change en aucune façon la doctrine de dissuasion nucléaire de la France. Mais c'est un outil qui vient, non pas s'ajouter, mais qui vient remplacer une panoplie vieillissante. Cette nouvelle arme nucléaire française peut être lancée à basse ou haute altitude par son vecteur Mirage 4 à 300 km de ses objectifs au sol et se diriger vers eux à la vitesse de Mach 2 ou Mach 3, un atout supplémentaire pour notre dissuasion nucléaire. Crime parfait ou mortelle divagation, un Britannique de 33 ans vient d'être acquitté après avoir tué sa femme. Raison invoquée, il dormait pendant les faits. Une histoire à dormir debout que nous raconte maintenant Frédéric Astou. La guerre du Pacifique et les combats entre soldats japonais et britanniques. Depuis quelque temps, c'était cela, l'univers nocturne de Colin Kemp. D'habitude, cet Anglais de 33 ans parvenait à échapper aux soldats japonais qui le menaçaient dans son cauchemar. Mais cette nuit-là, le corps à corps est inévitable. Pour sauver sa vie, Colin Kemp saisit le cou de l'un de ses agresseurs et serre de toutes ses forces. Seulement à son réveil, le retour à la réalité est lui aussi plutôt brutal. À côté de lui, Hélène, sa femme, est morte, visiblement étranglée par son mari, qui l'aurait confondue avec l'un des soldats japonais. Une explication que les psychiatres français accueillent avec scepticisme. Pour le docteur Roumajon, un tel acte de violence est inimaginable pendant la durée d'un rêve chez un individu qui ne souffre pas de troubles mentaux. En principe, pour reprendre la grande formule de Freud, le rêve est le protecteur du sommeil, c'est-à-dire qui permet de passer dans une imagerie interne toute une série de désirs, de craintes qui ne sont pas verbalisables, qu'on ne peut pas exprimer dans la vie de tous les jours. La force impulsive passe dans les hallucinations, les images du cauchemar, et que, bon, ça peut s'accompagner d'agitation physique, de coups, On voyait très bien ça chez les alcooliques violents et pas traités autrefois, pas suivis par les dispensaires. On avait de ces grandes bouffées de délirium tremens qui allaient quelquefois jusqu'au meurtre. Oui, ça c'est... Ça veut dire qu'a priori on ne doit pas se méfier des dormeurs qui ont des rêves pénibles. Non, bien sûr, bon, ça veut seulement dire qu'ils sont très angoissés. Vous comprenez, on a connu ça après la guerre, après les bombardements, on a connu ça après la guerre d'Indochine, après les gens qui avaient été torturés, après la guerre d'Algérie. Bon, non. Dans toutes ces périodes terriblement traumatisantes, vous avez des gens qui n'arrivent pas à oublier. Alors, ceux qui ne peuvent pas dire dans la journée, parce qu'on ne peut pas raconter tous les jours les horreurs qu'on a vécues, on le sort, on l'évacue par le rêve. Le tribunal de Londres, convaincu par les médecins de la bonne foi de Colin Kemp, l'a purement et simplement acquitté du meurtre de sa femme. Mais selon les spécialistes, il aurait eu beaucoup plus de mal à obtenir ses résultats en France devant une cour d'assises. Dans quelques minutes, coup d'envoi de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions de football sur Antenne 2, face à face Barcelone et le Steaua de Bucarest. Une finale que nous retransmettons en direct, donc juste après ce journal, et qui intervient tout juste un an après une autre finale de triste mémoire, Juventus-Liverpool. C'était au stade du SL en Belgique, rappelez-vous, il y avait eu 38 morts.
Un drame qui aboutit à l'interdiction des clubs britanniques pour toutes les Coupes d'Europe, une décision qui n'est toujours pas suspendue. Jacques Georges, le président de l'UEFA, est en principe en direct avec nous. Je pense qu'on va le voir. Jacques Georges, bonsoir. Et une question tout de suite. Quel a été le résultat de cette suspension? Est-ce qu'il y a déjà un résultat précis? Écoutez, nous avons donné des instructions à certaines personnes qui habitent l'Angleterre d'aller voir les matchs les plus chauds et de se rendre compte sur place si un effort certain avait été fait pour assurer la sécurité des spectateurs. Nous n'avons pas l'impression qu'actuellement la sécurité est complètement assurée et je ne crois pas que lors de sa prochaine réunion, après-demain, le comité exécutif de l'UEFA permettra au club anglais de participer aux Coupes d'Europe pour la saison 86-87. Ce qui veut dire que la suspension peut aller jusqu'à quand, selon vous? Bien, écoutez, nous allons dire, je crois que si les clubs anglais, si la fédération anglaise font les efforts suffisants pour n'être plus des dangers lorsqu'ils se déplacent dans des pays extérieurs, eh bien à ce moment-là, ils pourront venir se mêler au concert européen et personnellement, j'en serai très heureux. Pour représenter le football européen, est-ce qu'on peut mettre bien longtemps une grande nation comme la Grande-Bretagne à l'écart, à l'index, sans dénaturer le football européen? Ben oui, c'est bien mon avis, c'est pourquoi je souhaite que le plus tôt possible les clubs anglais reviennent, mais aussi il faut assurer la sécurité des spectateurs et vous savez comme moi que non seulement sur le continent, mais même en Angleterre lors des matchs difficiles, il y a encore des incidents très graves et ça nous voulons absolument l'éviter. Alors Jacques Georges, il n'y a pas que l'Angleterre, il y a d'autres excès dans d'autres pays. Est-ce que vous avez le sentiment que malgré tout cela, la violence a en quelque sorte régressé du côté des tribunes? Oui, je crois qu'il y a quand même une prise de conscience de la part de ces fous, de ces hooligans, c'est que par les mesures prises et parce que aussi l'ampleur du désastre et par le mal qui a été fait au football, ces gens se sont rendus compte qu'ils étaient complètement fous et je crois qu'il y a quand même une espèce de sagesse qui est en train de s'installer. D'ailleurs, même en Angleterre et même dans d'autres pays, car c'est exact, il y a aussi dans d'autres pays des actes de violence, eh bien on constate une baisse de cette agressivité et de ce drame qui menace le football et le sport tout entier. En un mot, il y avait la responsabilité au SL, effectivement, des supporters, mais aussi des problèmes techniques sur place, des problèmes de sécurité. Est-ce qu'on peut dire que la sécurité a été renforcée, en tout cas, est renforcée à l'heure actuelle sur les terrains de football européens? Oui, la sécurité est beaucoup renforcée et est renforcée d'une façon, je crois, efficace, parce que nous avons voulu que les autorités civiles soient vraiment maintenant partie prenante dans nos organisations de coupes européennes et nous avons voulu que lorsqu'un pays, lorsqu'une nation ou une ville faisait sa candidature pour une coupe européenne, elle ait conjointement un engagement de la police locale ou nationale disant que la police mettrait à la disposition de la fédération toutes les forces nécessaires pour assurer l'ordre. Il y a donc une prise de responsabilité qui, à mon avis, est intéressante et qui doit faire reculer la violence. Je crois qu'on en a vu un bel exemple à Lyon. Jacques Georges, merci pour ces précisions. Merci d'avoir été en direct avec nous ce soir, donc à la veille de la finale. Il me reste à vous donner les pronostics pour le quartet qui se court demain. Les pronostics donc pour ce prix de l'Esplanade. Il y a 19 partants. Et Pierrette Bresse vous suggère de jouer le 8, le 3, le 6, le 7, le 9, le 2, le 11 et le 14. Et maintenant, il reste 1 minute à Laurent Boussier pour nous parler de la météo de ce long week-end. Oui, ce n'est pas encore le grand beau temps parce que demain sera un petit peu à l'image d'aujourd'hui, mais avec quand même du soleil en plus. Alors on regarde la photo satellite. Et on s'aperçoit que la dépression qui était hier sur l'Irlande s'est déplacée vers l'est. Avec elle, la perturbation se décale vers l'est. Donc demain, elle ira plutôt sur l'est de l'Europe. Avec de nouveau un anticyclone qui se gonfle sur le sud du pays. Ça devrait pousser encore plus fort tout ça vers le nord-ouest, ce qui donne une carte du temps prévue pour demain un petit peu plus ensoleillée. Avec encore des nuages, quand même, il en faut sur la façade est du pays, de l'Alsace-Lorraine jusqu'à la Côte d'Azur. Un ciel nuageux avec quelques averses, des orages, mais aussi des éclaircies. Sur le reste du pays, temps clair, avec des brouillards le matin, beaucoup plus ensoleillé l'après-midi, malgré le retour dans la soirée, en début de soirée, d'un temps plus nuageux sur la Bretagne, sur la Normandie et sur les pays de la Loire. Côté température, ces températures sont tout à fait stationnaires, de 15 à 17 degrés sur la moitié nord et de 17 à 21 sur la moitié sud. Enfin, notre agenda pour terminer, il est chargé aujourd'hui, puisque demain sera le jeudi 8 mai, le voilà qui arrive. Le soleil se lèvera à 6h21, se couchera à 21h14, 3 minutes de soleil en plus, c'est la victoire de 1945, c'est l'ascension, et puis c'est le 5 que vous venez de voir.
Et dans quelques secondes, place au football. Le temps de vous dire que le dernier journal vous sera présenté par Bernard Pradino aux environs de 23h20. Et demain, bien à 20h, vous retrouverez Claude Sérillon. À bientôt.